Salut tout le monde, c'est Eric Leveleur du podcast The Sales Game. Aujourd'hui, pour le premier épisode, on est avec Benjamin Perrault, directeur commercial France de GetAccept. Avant ça, il était responsable des ventes Europe pour Chronogolf et avant Chronogolf, il était business developer pour ProGolf Group. J'ai énormément appris pendant ces 55 minutes et je sais que toi aussi, tu vas beaucoup apprendre. Benjamin Perrault, directeur commercial France pour GetAccept. Donc on va commencer avec la question que je t'ai envoyée hier. J'étais ce matin, terrorisé pardon. avec cette question. Ah bon? Elle est dure? Ouais, elle est super dure parce qu'en fait, donc la question c'était, excuse-moi, c'était quel est le dernier livre que tu recommandes ou je sais pas, un truc comme ça? Attends, C'est je ça, reprends. c'est soit quel le livre que tu as le plus offert ou le livre Ouais, qui t'a le plus impacté. ouais, c'est ça. Le livre, alors déjà, j'ai jamais, je crois, j'ai réfléchi à ta question, je trouvais ça marrant en fait d'y réfléchir parce que c'est vachement une question, tu sais, d'entretien, soit d'embauche, soit d'entretien aux grandes écoles de commerce, tu sais. On pose Ouais, souvent ce genre de questions et souvent les mecs répondent oui, voyage au bout de la nuit parce que j'adore, tu vois, trucs comme ça. d'accord. Mais là, du coup, ça me donne l'occasion d'être parfaitement transparent et c'est vrai que des livres, j'en ai pas beaucoup offert. Je trouve que c'est un truc qui est très personnel. Ok. Puis en plus, ça, je suis hyper radin. Je Ah, plaisante. Non, je Ouais, trouve que c'est hyper personnel. C'est un peu comme les objets de déco, tu sais. ouais, Tu prends un objet de déco, la personne en face de toi, elle est obligée de le mettre chez elle. Sinon, la prochaine fois, tu vas être vexé. Les bouquins, c'est un peu pareil. Tu l'offres. Si l'autre l'a pas lu, il va être super vexé. Et en plus de ça, quand tu reçois un bouquin en cadeau, tu te sens un peu obligé de le lire, tu vois, plutôt que de pas le mettre. Parfois, c'est hyper chiant. Et du coup, j'ai pas ouais, envie de mettre les gens dans cette situation. Donc, ok. j'offre très peu de livres. Ouais. Après, les bouquins qui ont impacté ma vie pro, disons que ça va plus être des bribes de bouquins de business, parce que généralement, c'est vrai que tu te retrouves pas toujours, et puis c'est toujours des Ok. cas, tu vois, quand tu lis, je sais pas, Steve Jobs, ou il y en a un que j'ai lu récemment sur Xavier Niel, sur le dernier qu'il a publié, L'Art du Pirate, ou j'ai plus le titre exact. Ok. Mais souvent, ouais, c'est plus des bribes, tu vois, qui vont m'aider dans une situation donnée, mais c'est vrai que après, tout est tellement dépendant de situation, tu n'es jamais exactement dans le même cas, etc. Donc je pense qu'il faut plus prendre des bouts. Finalement, le bouquin j'ai réfléchi à ta question, et Ouais, le bouquin qui m'a finalement le plus aidé dans mon job, c'est les bouquins sur le poker. ouais. J'ai beaucoup, beaucoup joué au poker. Et en fait, c'est le livre qui s'appelle Theory of Poker de Mhm. David Spansky. Ok. Et en fait, c'est un des meilleurs bouquins sur le poker, mais après, ça pourrait être celui-là où il y en a d'autres, des très bons. Ok. Mais je trouve que dans la vente, il y a plein d'aspects qui se recouvrent vachement. C'est difficile à voir de l'extérieur, soit quand on joue pas beaucoup au poker, soit quand on n'est pas dans la vente. C'est pas forcément facile de faire le parallèle, mais je vais essayer de te l'expliquer. Ouais, ouais. Dans ce bouquin, par exemple, dans l'intro, si ma mémoire est bonne, il te dit que le but du jeu, c'est pas de gagner de l'argent ou c'est pas de gagner. Le but du jeu, c'est d'estimer la range adverse. Alors, ce qu'on appelle la range adverse, Mhm. c'est à quel moment ton adversaire a parié ou a relancé ou en fonction de son comportement. Tu analyses son comportement. En analysant sa range, tu vas plus te concentrer sur analyser la main potentiellement qu'il va avoir Ok. euh, plutôt que euh, plutôt que sur tes cartes ou sur ton jeu ou sur l'argent, tu vois. C'est une des raisons pour lesquelles les gens perdent beaucoup d'argent au poker, parce qu'ils sont très concentrés sur ce que eux ils ont et Ouais, c'est ce que. analysent mal la situation alentour. Et en Ok. fait, c'est très relié à la vente, parce que dans la vente, ce qui est super important, c'est de se mettre dans les bottes de l'autre et de Exact. comprendre ton Ouais. environnement, tu vois. Il n'y a pas un bon move. Faut vachement se méfier aussi de tous les trucs que j'entends partout sur la vente, tu sais, les 10 raisons, les 10 meilleures façons de passer un Ouais. deal, des trucs comme ça. Tous ces trucs-là, ça marche pas parce que c'est trop dépendant de chaque situation. Et je trouve ce parallèle vachement intéressant, quoi. Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais j'avoue, en fait, j'ai jamais pensé à voir comment le poker, en fait, dans cette idée-là, parce que j'avoue, je joue pas au poker. Mais c'est exactement ça, parce que la vente, voilà, petit à petit, enfin, je m'améliore. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ça, la vente, c'est premièrement, c'est se mettre dans la tête de la personne. Et avant de lui, comment dire, de lui dire ce que tu fais, c'est de chercher à comprendre ce qu'elle est en train de faire, les problèmes qu'elle a Ouais, aujourd'hui, pour justement bah, voir si tu peux l'aider, parce que des fois tu penses que tu peux l'aider alors que justement elle n'a pas besoin de toi, ouais, et tu peux pas. Ouais. tu peux passer 6 mois derrière elle et bah, j'ai pas de soucis, donc pourquoi, Exact. pourquoi tu essaies de me contacter?
Et là, justement, aujourd'hui, je fais de plus en plus ça, parce que là, je suis plus spécialisé sur la prospection, justement. Mhm. Et ça change beaucoup le résultat, de se mettre dans la tête. Et De se mettre à la place de l'autre. Ouais, on oublie exactement. souvent, on a tendance à se regarder le nombril. Enfin, les gens aiment bien qu'on parle d'eux, hein. Enfin, c'est quand même Ouais, clairement. ouais. Bah, c'est ça. Ils aiment bien parler d'eux et ils ont pas envie qu'on leur raconte ce qu'on fait ou qu'on leur déballe une liste de fonctionnalités ou d'avantages qui vont être incroyables, etc. Ces choses-là, ça marche pas tellement. Ok. Bon, si tu veux, je vais faire l'intro. Ça, je pense que Ouais. je le laisserai dans cet ordre-là parce que en fait, je pensais faire d'abord l'intro et après parler, mais bon, on va pas reparler de ce que tu m'as déjà dit. Je vais le garder. Je suis pas dans l'idée de faire un podcast parfait, tu sais, où je vais couper, c'est quand on dit mal les Ouais, bien choses. sûr. L'idée, c'est d'être le plus authentique possible Ouais, bien sûr, il faut. et voilà. Donc, salut tout le monde. Donc, alors merci de nous écouter pour ce premier épisode. Donc, The Sales Game. Aujourd'hui, on est avec Benjamin Perrault de GetAccept. Et donc, c'est notre premier invité. Et je suis vraiment très content de le recevoir. Salut Benjamin, ça va? Salut, super bien. Très honoré, très honoré. Donc, alors, comme je suis dans la vente, je cherchais un podcast où il y a justement des vrais conseils, des tactiques, des pratiques en français, et j'ai pas trouvé de podcast. Donc, l'idée, c'est via ce podcast, c'est de créer le premier et de donner tous ces conseils en fait, pour motiver les directeurs commerciaux ou d'autres commerciaux en fait à s'améliorer dans sa vie professionnelle et dans sa carrière de la vente. Et donc, l'idée du podcast, ça va être des interviews avec les meilleurs directeurs commerciaux et commerciaux francophones et où ils nous partageront toutes ces informations. Donc voilà, C'est alléchant, c'est ambitieux en tout cas, c'est vachement bien. voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenu disponible sur la vente en général. Si tu veux rigoler, tu tapes sur YouTube comment bien vendre ou comment vendre quelque chose à quelqu'un, etc. Et tu vas tomber vraiment sur du contenu très branché années 80 et vendeur d'encyclopédie. Donc, c'est exactement ça. C'est intéressant et c'est un super projet en tout cas. Merci. Et l'idée c'est de commencer justement avec toi parce que je sais que là tu as rejoint donc du coup GetAccept qui est une start-up suédoise. Exact. Et là tu es en train de monter l'équipe du coup c'est qu'une équipe sales en France ou c'est... Ouais, exactement. Je vais te faire un peu la genèse du projet. Ouais, ça marche. Donc c'est 4 cofondateurs qui sont suédois effectivement à l'origine, mais très vite on s'est internationalisé au bout de quelques mois puisqu'on a rejoint l'accélérateur de start-up Y Combinator en Californie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'accélérateur de start-up le plus sélectif au monde qui a sorti des sociétés comme Airbnb, Dropbox, Stripe, etc. Enfin, vous pouvez aller sur leur site, il y en a plein d'autres. Et du coup, en intégrant cet accélérateur, ils ont directement ouvert un deuxième bureau à San Francisco. Moi, ça correspond à peu près au moment où je les ai rencontrés. J'ai commencé à travailler avec eux en leur disant qu'ils avaient un super produit et qu'il fallait absolument le revendre en France. Et donc, du coup, j'ai créé une première société qui avait pour vocation de revendre des logiciels étrangers en France. Okay. Et petit à petit, évidemment, on a sympathisé. Il y a eu une traction énorme sur le produit ici en France. Et du coup, on a décidé de franchir la deuxième étape qui a été de créer la société en France. Et aujourd'hui, on a une petite dizaine de personnes basées ici en France et l'équipe va doubler d'ici septembre. Ok, c'est sympa comme projet. Et là, tu me disais que tu as créé ta société justement là pour vendre des logiciels en France. En fait, comment c'était venu l'idée de faire ça? L'idée de faire ça, ça m'est venu du fait que en fait, tu as un énorme décalage entre le moment où une société qui perce, par exemple en Angleterre, aux États-Unis ou autre, entre le moment où la société perce, fait une première levée de fonds, une deuxième levée de fonds. Généralement, quand tu es à la troisième levée de fonds, tu es à peu près sûr que le produit est bon. Hein. Ça veut dire que ça adresse mécaniquement un marché, ça veut dire qu'il y a plein de clients, ça veut dire qu'il y a plein de personnes dans cette entreprise. Okay. Mais malgré ça, quand ils ont beaucoup de fonds, on attend pour les startups technologiques en tout cas, on attend la troisième, la quatrième, la cinquième levée de fonds avant de s'installer en France. Si tu prends l'exemple de Stripe, qui vaut aujourd'hui des milliards, Stripe, ça a été quasiment les plus rapides à venir en France et je crois qu'ils se sont installés en France, quelque chose comme, je dis peut-être une bêtise, mais ça doit être ce genre d'ordre de grandeur. Quelque chose comme 2015 ou
fin 2014 ou 2015 ou peut-être début 2016, quelque chose comme ça. Mhm. Et je crois que il me semble que ça a été fondé en 2009. Ouais, Et c'était un succès, tu vois, énorme, ouais. bien avant ça. Et moi, en regardant ça, et quand tu es dans l'écosystème des startups parisiennes et que tu entends quelqu'un qui est en train de coder quelque chose dans son coin pour accélérer les paiements en ligne, tu te dis, mais Mhm. t'as presque aucune chance. Il y a un monstre qui arrive, qui est de l'autre côté. Ils vont venir avec 10 fois plus d'argent. Ils vont ravager le marché. Donc, ce que je me suis dit au début, c'est que j'avais toujours eu envie de créer une entreprise ou de créer un Ouais, produit ou un service. Maintenant, ça n'a jamais été la très bonne partie. J'ai déjà essayé, mais ça n'a jamais marché. J'ai toujours ouais. réussi à le vendre, mais jamais à produire le produit. Mhm. Ouais, C'est le produit qui sort pas, mais où tu as plein de contrats, tu vois. Je me suis retrouvé 2 fois dans cette situation. Et du coup, en fait, ça a été un mécanisme d'apprentissage très long, hein. j'imagine. Hein. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a un tel décalage, alors qu'il suffit juste de traduire le software et de créer une société en France et rouler jeunesse. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça après quand ça se met en place. Mais en Ok. tout cas, je me suis dit naïvement que ce serait très simple. Ça reste pas très moins compliqué que ce qu'on peut penser, mais ça reste quand même plus complexe que ce à quoi je m'attendais. Et du coup, ouais, en fait, on pense que l'information est parfaitement distribuée avec Internet, etc. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, les gens qui connaissent cette société Stripe sont Mhm. forcément des acteurs du e-commerce ou autres, puisque c'est la clientèle qu'ils adressent. Mais si tu prends n'importe quelle personne qui va créer un site Internet demain et qui passe par une agence et qui veut distribuer des produits en ligne, Mhm. 99% de chances pour qu'il ait jamais entendu parler de Stripe. Donc c'est étonnant en fait ce décalage Ouais. entre, entre, entre la taille et l'efficacité de ces sociétés et le différentiel d'information que tu peux avoir d'un continent à l'autre. Donc je me suis dit que c'était une opportunité incroyable en fait tout simplement pour être le premier, pour amener des choses Ouais. innovantes sur le marché français. Et du coup, tu avais quoi dans ton portfolio de logiciels que tu proposais? J'en ai testé plusieurs. Il y avait un petit peu de tout. Alors au début j'ai tapé très large. Ok. Et en fait, je me suis resserré sur une solution de CRM, Ok. une solution d'emailing automation et GetAccept. Après, toutes les autres, en fait, ce que j'ai fait au moment de la création de la société, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les systèmes automatiques pour récupérer des adresses mail, envoyer des emails en masse Mhm. sur LinkedIn, etc. Sans faire partie de la société, j'ai créé des fausses adresses mail, si tu veux. Ok. C'est un peu border en termes de, c'est un peu border en termes de compliance. Et j'ai créé, ouais, des fausses. C'est comme si toi, demain, tu disais, ben voilà, je veux tester tel ou tel marché. Ouais. Je me crée une adresse, elric@getaccept- quelque chose, point, machin. Et du coup, je présentais les solutions avec un Ok. argumentaire très simple. Et du coup, j'ai mesuré lesquelles ont été les plus performantes. Et en fait, tu as très rapidement une idée. Tu peux avoir un premier coup de téléphone, etc., sans aller jusqu'à la vente. Ouais. Et tu peux très rapidement en fait avoir une idée de quel produit va facilement marcher parce que si tu décroches Ouais. 10 rendez-vous en une semaine, ça veut dire que tu tiens quelque chose et que tu vas y arriver. Donc j'ai pris tout simplement celui qui mécaniquement m'apportait le plus de traction. Donc c'est vers ça que je me suis dirigé, quoi. Ok. Et t'étais en contact avec ces boîtes-là justement quand tu faisais ça? Ou Non, donc du coup, quand il y avait un client enfin un prospect qui était intéressé, tu faisais comment ça se passait la vente? bah du coup je le laissais de côté Ok. et je me concentrais sur en amener d'autres. De manière à pouvoir contacter une fois que tu as une dizaine de points de contact, Ok. une dizaine de clients qui sont très intéressés et qui attendent plus que le devis ou le contrat, si tu veux. Une fois que tu en as une dizaine, du coup, parce que regarde, mets-toi dans la situation, toujours pareil, on va se mettre dans les bottes de l'adversaire. Imagine que tu veux Ouais. distribuer Stripe demain et le premier réflexe qu'aurait tout le monde, c'est tu vas appeler Stripe et tu vas leur dire bonjour, voilà, je voudrais distribuer votre solution en France, j'ai tel background, est-ce que vous pourriez me faire une démo de votre produit, que je sache comment le vendre, Ouais. etc. etc. Stripe, clairement, quand tu t'adresses à ce genre de startup qui ont des croissances à plusieurs chiffres par semaine, ils n'ont pas que ça à faire Ouais. Ouais. de répondre aux Français qui a 8000 bornes et qui parle pas, qui a un anglais approximatif. Ça ne va jamais arriver, tu vois. Tandis que si tu arrives et que tu dis bonjour, j'ai 15 clients pour toi, tu as une réponse dans l'heure, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis arrivé avec ces 10 clients très chauds. Ok. Et je leur ai dit, voilà, j'ai 15 clients pour vous. Est-ce que vous êtes intéressés pour en discuter? Ça représente 50 utilisateurs. C'est des deals qu'on peut faire très rapidement. Et là, tu as forcément une réponse d'un top manager dans l'heure qui vient, quoi, forcément.
Ah ouais, ouais, j'avoue. Ouais, si tu viens plus avec l'approche de un prospect, j'avoue, c'est pas très. Bah, c'est ça. Ouais. Non, C'est mais ça, du coup, c'est ouais, ça. mais c'est très bien Et du pensé. coup, ils l'ont très bien pris. Après, je leur dis, bah, je me suis permis de créer une adresse mail pour tester le marché, pour vérifier qu'il y avait de la croissance potentielle chez vous. Et ils ont dit, bah, c'est très bien, et tu as eu raison. Donc, Ouais, et je personne comprends ne en va fait. mal prendre les choses, quoi. Et je comprends en fait la démarche parce que là, actuellement, je suis dans une entreprise. Je suis enfin basé au Mexique, mais je travaille pour une Ouais. entreprise aux États-Unis. Mhm. Et je sais qu'il y a beaucoup d'outils et que là, par exemple, qu'on en commence à utiliser, qui ne sont pas en France. Et Ouais, justement, c'est des outils, quand tu commences à y toucher, bah, c'est un peu dur de travailler dans la vente sans ces outils-là. bien Parce sûr. que ça t'améliore vraiment comment dire, ta productivité de tous les jours et comment gérer ta liste de prospects. Tout ça, c'est que des petits détails, mais ça fait vraiment la différence. Et Bien sûr. repasser sur un marché où justement tu n'as plus tous ces outils, bah, c'est un peu contraignant, mais bon, après, comme tu dis, les boîtes, elles arrivent petit à petit en France, donc, mais c'est bien d'avoir Et puis des. généralement, quand ils arrivent massivement, quoi. Ouais, c'est C'est ça ça. qui est amusant, c'est que moi, GetAccept, ça a été fait au début de manière très artisanale, si tu veux. Ouais, ouais. Et c'est amusant de voir que je pense que ça va être le sens de l'histoire où les gens vont tester beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de marchés, plutôt que faire le chemin classique. On lève 50 millions, on fait Angleterre Ouais, en ouais. 1, on fait tel pays en B, etc. À mon avis, le sens de l'histoire va plutôt vers ce genre de méthodologie. Et tu penses que GetApp7, du coup, ils ont fait le choix d'ouvrir la France parce que tu étais en train de faire Ah oui, clairement. ouais, Il faut être complètement fou pour ouvrir ouais, la France dans les. En fait, ils ont ouvert. Les fondateurs ont ouvert la France, la Norvège, le Danemark et la Finlande en même temps. Comme ils sont basés au nord, ils ont cette ouais, ouais. proximité culturelle. Et si tu veux, si un choix plus raisonnable, s'il avait fallu choisir un autre pays, ça aurait évidemment été UK. Euh, Ok, la France est venue parce que on a déjà une super base de clients, une super base de travail, on a signé des grosses enseignes et du coup il y a ok, une grande confiance qui s'est instaurée sur ce marché. Mais les étrangers sont nous mettent en dernier de la liste. Ouais, déjà il y a la barrière de la langue, ouais, donc la difficulté de trouver un bon représentant local, c'est des process de recrutement qui sont très très longs. Rien que de créer une filiale en France, le système administratif, enfin créer une société en France, c'est relativement simple. mhm, Créer la filiale d'une société qui n'a pas tous ses documents légaux en anglais, ok, tu en as pour des mois et des mois. Donc pour les sociétés suédoises, allemandes, etc. Effectivement, tu viens aujourd'hui, soit tu viens avec des dizaines de millions sur la table et tu dis on y va à ouais, fond parce que de toute façon on a tellement de cash on peut rater. Mais dans le cas de GetAccept, ouais, la France serait jamais venue en premier choix, impossible. Tu as ouais, donc tu as la barrière de la langue, tu as notre ok, culture de vente qui est complètement dépassée par rapport au enfin pas complètement dépassée, on se ouais, rattrape gentiment, mais on est beaucoup plus avancé en termes de produits en termes d'IT, en termes d'engineering, qu'en mhm, termes de vente pure. On a des techniques qui sont encore archaïques versus les sociétés qui sont dans la Silicon Valley. Tu les regardes vendre, ils font des choses qui sont incroyables. Ils ont des techniques, des outils qui sont dingues par rapport à ce qui est utilisé dans une société française lambda. Quoi. ok. Ah bah c'est exactement ça. Donc là, je vais te poser une question un peu plus sur ton parcours. Ouais. J'ai vu que tu es passé en fait du secteur du golf. Donc du coup, je veux pas dire au SaaS, mais tout ce qui est logiciel en tant que service. Et Exact. comment t'as pris cette décision? En fait, je suis rentré, j'ai mis un premier pas dans le golf et un deuxième qui était dans un software de gestion de club de golf. Donc, Ok, c'est ce qui te permet de faire, tu vois, toute la partie réservation en ligne, gestion des stocks, gestion des départs de tes clients, ok, etc. En tant que, mes clients, c'était les directeurs de golf. ok, Et du coup, en étant passionné de golf à la base, je me suis dit que ça me plairait de travailler là-dedans. Puis je me suis retrouvé à être plus passionné par le SaaS que par le golf. Parce que ouais, du coup, quand tu travailles dans le golf, tu as du mal à jouer par pur plaisir, vu que t'entends le mot golf 600 fois par jour. Je salue d'ailleurs nos amis du slip français pour qui ça doit être terrible aussi, d'entendre le mot slip 500 fois par jour. oui, bah, Mais tu vois le genre de truc où tu as toujours la même typologie de clients, tu vois, ça tourne un petit peu en rond.
Ouais. Ce qui est intéressant avec GetAccept, c'est que tu adresses n'importe quel type de société et du coup, les échanges, tes interlocuteurs sont beaucoup plus variés et c'est de fait plus intéressant, en tout cas pour moi. Ouais, et du coup, ça se fait comme ça. C'est parti du golf, puis une société de software dans le golf et puis le software en général. Exactement. Ok, c'est intéressant justement de voir ce changement, on va dire, presque radical du monde du sport, un sport très précis à un logiciel. Enfin, d'ailleurs, GetAccept, c'est quoi? C'est uniquement pour la vente ou c'est pour d'autres, enfin, pas secteurs, mais d'autres départements dans les boîtes? Ouais, ça peut être utilisé. Alors, GetAccept, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de signature électronique Ok, qui est très orientée vente. Si tu veux, pour te faire l'historique de ce marché, tu vois, la signature électronique qui est devenue quelque chose de légal au début avec l'arrivée d'Internet au début des années 2000. ok, Ensuite, un acteur majeur qui s'est détaché, qui s'appelle DocuSign, qui a tout explosé durant les années 2010, qui est valorisé 7 milliards en bourse, et qui te permet d'envoyer un document à quelqu'un d'autre par email que cette ok. personne peut signer électroniquement sans avoir à l'imprimer, la scanner, enfin tout ce processus un peu chiant. Quand tu reçois quelque chose, un PDF, un email que tu dois imprimer, remplir à la main, tu dois le scanner, tu dois le renvoyer. Et ça, c'est quelque chose qui est très pénible. Donc DocuSign a évidemment, en arrivant avec un produit comme ça sur le marché, a permis d'accompagner la digitalisation des contrats et toutes ces choses-là dans Ok, des milliers, voire des millions d'entreprises. C'est vraiment énorme comme société. Et nous, chez GetAccept, la différence, c'est que si tu veux, on considère que la signature électronique, c'est une commodité. C'est quelque chose que mhm, on pourrait presque avoir en open source de manière très simple. Bon, après, c'est toujours pareil, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Après, on s'est ouais, dit ça au début, puis après, tu rentres dans les trucs de certification avec la loi européenne, machin, et la ISO 27001 et tous ces trucs-là. Mais au début, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, la signature électronique, ok, c'est une feature dans un software, c'est pas très compliqué. ok, Pourquoi ne pas l'utiliser dans un ensemble d'autres fonctionnalités qui vont t'aider à mieux vendre? Parce mhm, qu'on est tous passionnés par la vente chez GetAccept. Et donc, le principe, c'est que si je t'envoie un document pour signature, je vais te l'envoyer à la fois par email, à la fois par SMS pour mhm, augmenter le taux d'ouverture. Je vais être même capable bientôt de te l'envoyer par WhatsApp. Je mhm, vais être capable de traquer dans le détail ton comportement. Est-ce que tu l'as ouvert? Avec quel device tu l'as ouvert? Combien de temps tu as ok, passé sur chaque page dans ma proposition? Je vais être capable de te le relancer automatiquement. Je vais être capable de te faire la vidéo d'introduction sur ce document pour faire sortir ta proposition du lot et pour justement humaniser la relation de vente où c'est que de l'informatique ouais, presque ouais, maintenant. Donc tu travailles que à distance et nous on essaie de mettre un petit peu d'humain à travers ça en te permettant de te réintroduire en vidéo, de se présenter. Et généralement quand tu arrives rien qu'avec un beau sourire et que tu présentes ton offre en 10 secondes, tu vas mécaniquement améliorer ouais, énormément le taux de ton conversion en signature. Parce que le problème de fond, c'est que le problème qu'on résout en tout cas, mhm, c'est que quand tu envoies un PDF, joins un email et que tu attends ton client il signe, tu vois, ton ouais, devis ou ton contrat, même si tu as dit oui oralement, bah, tu peux attendre longtemps généralement. Tu vois. Il se passe, en fait, quand tu l'envoies, il se passe plus rien et le mhm, commercial perd totalement le contrôle. Et nous, ce qu'on ok, fait, c'est qu'on inverse ce rapport de force et on redonne le pouvoir au commercial qui va être capable, en fait, d'être beaucoup plus précis à la fois dans ses relances, dans l'évaluation de ok, son deal. On fait du scoring de documents pour savoir, OK, tel document, il a vraiment été très bien accueilli par le client puisqu'il l'a téléchargé, il l'a forwardé à son équipe, il l'a téléchargé, il l'a mhm, ouvert 2 fois. Donc, tu sais qu'il y a un certain engagement. Et du coup, ça va t'aider en tant que commercial à prioriser tes actions. Ce que tu ok. peux pas faire quand tu l'envoies par email puisque tu perds toute trace de ce document, quoi, en fait. Et au niveau des résultats pour les commerciaux, ça les aide. J'imagine que son pourcentage de closing, enfin, je cherche juste le mot en français. Taux de conversion pour signature, quelque Ouais, chose comme ça. ouais, voilà. Taux de conversion pour signature, Ouais. du coup, j'imagine qu'il est plus haut. Ouais, exactement. C'est ça notre grande promesse, c'est qu'on améliore de 35% en moyenne le taux de conversion d'un devis envoyé pour signature. Ok, Et ce devis te revient 8 fois plus rapidement que si tu l'avais envoyé en version imprimable, quoi. ok, Rien que le c'est fait bien. d'imprimer un document dans le monde dans lequel on vit où tout va Ouais, vite, rien que le fait de l'imprimer, si tu veux, tu sais, on parle souvent de charge mentale. Là. Quand tu es au bureau, tu reçois des trucs dans tous les sens. Le fait mhm, d'imprimer un devis d'un fournisseur, c'est vraiment pas dans tes priorités, hein. ouais, ouais. Même si le service peut être dans tes priorités, le fait de l'imprimer, de lire ses conditions générales, c'est des choses qui vont te rendre fou.
Et du coup, rien que le Ouais. fait de plus avoir d'encre dans une imprimante, ça peut te faire perdre un deal important. Donc Ouais. c'est une somme de petits détails, la vente, et on est là pour combler ces manques, en fait. Ok. Et du coup, on va continuer, toujours parler de GetAccept, pardon. Mais on va plus se focaliser sur la vente, sur toi et ton équipe. Tu peux me raconter en fait c'est quoi la vente pour vous, parce que par exemple là aujourd'hui dans le poste où je suis, pour moi c'est on va dire réunion, c'est des rendez-vous avec que je dois donner à l'équipe de vente, c'est les appels à froid, cold emailing, pardon, c'est les emails à froid aussi. Ouais. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est les appels à froid et emails à froid, c'est des appels ou email que t'envoie une personne qui ne te connaît pas ou qui ne connaît pas ton entreprise. Donc c'est commencer une relation à zéro complètement. Et l'idée c'est de trouver des techniques. C'est plus construire un processus pour créer de la valeur en amont avec la personne, où en fait la personne va te répondre justement. Premièrement, ça peut être un appel ou un email, et après, on va commencer à parler avec cette personne et on voit si on peut l'aider. Et si on peut l'aider, l'idée c'est de parler avec l'équipe de vente ensuite dans le processus. C'est plus ou moins l'idée. Après, c'est garder l'information faite sur tous ces appels, savoir combien d'appels tu as fait par jour, le nombre d'emails, pour mesurer en fait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, les sujets de tes emails, l'intro de tes appels à froid. Enfin, on va dire que c'est un peu ça de notre univers, on va dire, dans la boîte où je suis. Donc, pour vous, c'est quoi la vente chez GetAccept? Comment dire? Parce que il faudrait faire une dissertation, parce que c'est notre sujet et on fait que ça. Alors nous, en termes de valeur et de culture, en tout cas, on a quelque chose de spécial chez GetAccept, c'est qu'on passe notre temps à la fois à le dire et à la fois à le faire, puisque c'est vrai, c'est chez GetAccept, tout le monde vend. Du commercial au directeur commercial, au manager, aux équipes produits, aux équipes marketing, la comptabilité, tout le monde vend en permanence. C'est d'ailleurs assez drôle, parfois on est dans des situations complètement hors contexte en séminaire et il y a forcément quelqu'un qui va essayer d'aller vendre au directeur de l'hôtel notre solution. C'est quelque chose qui est fait en permanence. Et notre CTO, notre DSI en français, fait même des démos produits, des pitchs de vente de temps en temps, ce que tu verras très rarement dans une société française. Et j'imagine même au niveau où vous en êtes aussi, parce que peut-être au début c'est un peu plus normal de voir les têtes à le faire, mais après j'imagine, là vous êtes une équipe de 160 en tout. On va être un petit peu plus de 100 bientôt. Ah, un peu plus de 100, ouais. Et du coup, donc tu me disais que le DSI de GetAccept fait des... Il fait des démos produits, il fait des présentations de produits, il essaye, mais en plus lui il le fait plus comme exercice de vente que pour vraiment convaincre. Alors c'est très drôle à regarder. C'est plus pour se mettre dans le bain et bien comprendre son produit. Bien comprendre comment les gens le perçoivent, parce que lui évidemment c'est celui qui le connaît le mieux sur toutes ses coutures. Donc il faut bien comprendre quelle est la réaction des clients, qu'est-ce qui plaît pas. Du coup ça lui permet évidemment de prioriser ses fonctionnalités en fonction de son ressenti, en plus de toutes les datas collectées sur le support client, sur les retours qu'on lui fait, sur ces choses-là. Donc ça c'est un premier aspect qui est hyper important, c'est la culture. Après notre processus de vente il est relativement classique pour un software. C'est premier rendez-vous de qualification. On juge tout de suite si est-ce que la personne qu'on a en face de soi, c'est la bonne taille de société, est-ce que c'est un client qu'on a envie d'adresser et qui est intéressé par notre produit. C'est une première chose. Ensuite, c'est une prise de rendez-vous. Est-ce que généralement, il y a une petite démo produit qu'on essaye de raccourcir au minimum. C'est le challenge chez nous, c'est de réussir à le vendre sans le montrer. C'est un jeu interne. Et ça, réussir à le vendre sans montrer le produit. Pourquoi vous avez commencé à faire ça? C'est depuis le début vous faites ça, ou c'est quelque chose que je trouvais instinctivement. C'est-à-dire que plus tu repousses le fait de montrer le produit dans ta conversation, meilleur sera le ressenti du client. Parce qu'en fait, il y a une tendance qui est très naturelle lorsque tu vends un logiciel.
Généralement, ça se passe en ligne, à distance. Tu viens partager ton écran et tu montres le produit à ton client et au fur et à mesure, il te coupe avec des questions et des objections que tu adresses au fur et à mesure et tu arrives à la fin de la démo et peut-être il te donne une réponse positive ou négative. Ou un next step ou pas. Du coup, c'est comme ça que ça se présente. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu vas avoir une tendance naturelle à faire une liste de fonctionnalités et tu vas oublier de les vendre. Du coup, ce qui se passe, c'est que tu tombes sur des démos qui pourraient être préenregistrées. Quand vous cliquez ici, ça fait ça. Quand vous cliquez ici, ça fait ça. Et voici le bénéfice que ça vous apporte. C'est hyper chiant. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour être super dynamique sur le sujet. Mais en plus de ça, généralement, ça n'apporte rien puisque si tu le vends comme ça, les gens vont te l'acheter en se disant « Ah oui, c'est bien ce qu'ils font ». Mais on ne veut pas vendre quelque chose que c'est bien ce qu'ils font. On veut vendre quelque chose qui comble un vide, qui résout un problème important chez ton client. Après, si ton client n'a pas exprimé son problème, c'est que tu ne pourras rien résoudre chez lui et que ça ne va pas fonctionner. Tout ce qui va, s'il te l'achète, il peut te l'acheter. Je ne dis pas que c'est impossible. Il peut te l'acheter, mais si tu l'as pas fait ressentir la douleur d'un problème et s'il l'a pas verbalisé, il va toujours s'en foutre de le résoudre. Ça va pas être quelque chose d'important pour lui s'il l'a pas verbalisé lui-même et s'il n'est pas complètement d'accord avec toi. Et justement, j'ai une question sur ça. Du coup, tu as des exemples pour vous de vente où ça vous est déjà arrivé en fait de parler avec des prospects qui ne voyaient pas qu'ils avaient un problème et vous avez réussi à les faire découvrir ce problème? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors alors pour le coup, c'est quelque chose de très simple à faire avec notre solution. Ça peut être plus compliqué pour d'autres. Je te donne un exemple. Enfin, j'aimerais pas du tout être dans leur situation, mais vendre un CRM A versus un CRM B, tu sais, imaginons, tu prends les tops du marché, tes Pipedrive et tu essaies de switcher un type de HubSpot, par exemple. Ça va être très, très difficile. Ça va être vraiment très difficile. Un CRM, c'est tellement impliqué dans toutes les opérations d'une société que rien que la décision de changement fait peur à tout le monde parce qu'il faut tout changer à tous les niveaux. Donc c'est des choses qui peuvent être très complexes. Nous, de notre côté, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a un taux d'équipement sur le marché qui est très, très faible sur la signature électronique. On estime à moins de 0,5%. Du coup, on l'estime à moins de 0,5% parce qu'on est sûr que c'est moins et que c'est très, très difficile à mesurer. Tellement le marché est sous-équipé là-dedans. Du coup, pour nous, c'est plus simple, évidemment. Puisque tu n'as pas de concurrence. Et ça aussi, il faut le voir. Mais pour qu'ils ressentent notre problème, c'est hyper simple. On leur dit comment est-ce que vous envoyez vos propositions aujourd'hui. On a des questions de préqualification qui sont scriptées, qui sont très précises, qui sont argumentées, etc. Que tout le monde utilise, on utilise tous les mêmes au sein de l'équipe. Et l'idée, c'est de dire, je te le résume, mais l'idée, c'est de dire aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne chez vous. Alors, il va t'expliquer comment est-ce qu'ils envoient leurs propositions. Est-ce que c'est par PDF? Est-ce que je vois un email? Est-ce que c'est des souscriptions en ligne parfois? Donc là, tu vois, typiquement, c'est un client qu'on n'a pas besoin d'adresser. Si les gens, c'est pour ça qu'on adresse que le B2B, parce qu'en B2C, généralement, tu payes les choses sur Internet. Il y a rarement de devis. Enfin, il y a certains marchés où c'est le cas. Il y a rarement de devis. Et du coup, toutes ces questions permettent de à la fois qualifier le client, savoir si ça va être intéressant pour lui, et à la fois le faire réaliser. Parce que si tu lui dis, aujourd'hui, vous envoyez combien de propositions par mois en moyenne, il va te dire, je sais pas trop. Tu dis, d'accord, vous savez pas, c'est intéressant. Vous pensez que ce serait intéressant de le mesurer? Et là, tout de suite, il se dit, bah oui, c'est vrai, ce serait intéressant de le mesurer. Et petit à petit, dans les questions, tu dis, ok, vous envoyez 100 propositions par mois dans votre équipe commerciale. Ah, ok, super. Et votre panier moyen, c'est combien? Et du coup, il te donne le chiffre, etc. Tu le fais parler un petit peu. Et du coup, tu lui dis, ok, donc vous avez à la fin, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un calcul de ROI avec le client. Et on lui dit, c'est très simple. Voilà, aujourd'hui, vous envoyez 100 propositions avec un panier moyen de 1 000 €. Vous faites une marge d'environ 20%. Donc, sur chaque client, vous gagnez tant d'argent. Admettons que demain, on réussisse à augmenter ce taux de conversion de signature de 15%. Quel serait l'impact sur votre business? Là, le type, il fait le calcul et il se dit, en gros, s'il fait ça, il gagne 50 000 € ou 100 000 € de plus par mois. Donc, pour lui, c'est magique. Donc là, il a compris l'intérêt de la solution et il a compris quand tu lui as expliqué le problème que ça résolvait. Tu lui dis, aujourd'hui, est-ce que vous partagez ce sentiment quand vous envoyez une proposition, vous avez l'impression qu'il y a une chance sur 5 pour qu'elle vous revienne signer? Il te dit, oui, et aujourd'hui, nous, c'est à peu près 25% de notre taux de conversion. Et après, tu rentres dans cette conversation et là, il est imprégné du sujet et il se dit, ah oui, c'est vrai, merde. On convertit pas assez, on envoie plein de propositions. Moi, mes équipes, en plus, j'arrête pas de leur dire.
On peut pas les relancer physiquement, on peut pas relancer toutes nos propositions. Donc, s'il y avait une machine qui pouvait le faire à notre place, c'est quand même bien, etc., etc. Et puis après, petit à petit, avec la vidéo, avec machin, tu lui rajoutes des bénéfices plein la tronche et il peut plus faire, il peut plus dire non, presque, parce que c'est un calcul qui est tellement simple. Quand tu vends un software, vous êtes 30 € par mois par utilisateur. S'il vend un deal de plus avec pendant toute l'année, le software est remboursé pour les 3 prochaines années. Donc, tu vois, t'as un coût qui est quasiment négatif. Enfin, c'est incroyable. T'as un ROI qui est tellement fort que pour nous, c'est très simple. Après, il y a d'autres. D'ailleurs, c'est le conseil que j'ai envie de donner à tous les gens qui veulent se lancer dans la vente. Choisissez très, 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 très bien votre produit et l'équipe avec laquelle vous allez travailler. Il faut vendre quelque chose où on prend son pied. Je pense que ça se voit quand je parle, que je suis passionné du truc, mais il faut aimer son produit. Sinon, on peut pas. Moi, j'ai toujours été drivé par mes passions. C'est pour ça que j'ai commencé dans le milieu du golf. Après, tout cet aspect software m'a beaucoup intéressé. Je me suis plongé dedans. Et il n'y a que comme ça, je pense qu'on peut y arriver. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans la vente, je leur conseille vivement de se lancer soit sur un marché qu'ils aiment, soit sur un produit qu'ils aiment, soit avec une équipe qu'ils aiment, et encore mieux, la combinaison des trois. Moi, j'ai la chance d'avoir la combinaison des trois, et ce qui fait que, en fait, quand toi, tu es déjà tellement persuadé de ton produit, quand on parle à quelqu'un, tu vas évidemment être beaucoup plus performant le day one, tout de suite. Si tu prends un boulot, enfin moi je veux dire, ce serait terrible si tu me mets en B2C à vendre, je sais pas, des produits cosméto ou des trucs comme ça. Je pense que je serais le pire vendeur du magasin, c'est une évidence. C'est impossible d'être performant si on n'aime pas ce qu'on fait. Je suis complètement d'accord avec toi parce que quand tu fais un travail pour faire un travail, généralement tes résultats ils sont moyen, mais si tu trouves justement une équipe, l'entreprise ou un produit qui te plaît, ça fait vraiment la différence. Et même, je pense, dans la vie de tous les jours, quand tu vas au travail, t'es pas en mode, t'attends pas le vendredi tous les jours. Et du coup, tu trouves, on va dire, je pense, un objectif en fait à travailler. Le travail, c'est pas uniquement juste une rentrée d'argent pour pouvoir payer ton loyer ou ta maison si tu es en train de payer un crédit, mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est super important de trouver ça. Exact. Mais après, c'est assez intéressant, je voulais rebondir sur ce que tu dis. Après, il faut pas non plus prendre ce conseil en mode du coup je vais faire quelque chose qui me plaît et je vais aller sur par exemple un marché de niche. Dans une boîte où les types vendent un produit et c'est le début de l'aventure, etc. Et on pas un produit fini, etc. Ça fait trop de risques si tu veux pour que ça marche. Et pour être heureux dans le travail, t'es obligé d'être. Enfin, quand t'es performant, ça te rend mécaniquement beaucoup plus heureux. Exactement. Donc, il faut faire très attention. Moi, je vois tellement à la fois de commerciaux, à la fois de sociétés qui font des surtout en ce moment, dans cette période où start-up, où tu as des commerciaux qui passent des mois et des mois sans rien vendre ou en faisant une vente à 20 000 € tous les 6 mois. C'est horrible. Enfin, je sais pas comment ils font pour se lever le matin. Mais du coup, parfois, ils sont passionnés par leur équipe, etc. Et ils se mettent dans une espèce de situation de confort. Moi, je pense vraiment que si on a de l'ambition dans ce métier, il faut se coller aux gens qui ont du succès et il faut faire quelque chose qui a du succès. On a beau aimer être vendeur, on a beau être passionné par l'équipe, par le produit ou le problème que ça résout. À un moment, il faut qu'il y ait du succès, sinon en fait ça stagne. Et si ça stagne, ça devient chiant. Et la croissance, c'est le seul truc qui te permet de franchir des étapes aussi, à la fois aussi personnellement. Parce que même si tu es très bon vendeur et qu'il y a la croissance de la société est faible, pour monter en compétences et pour avoir un meilleur poste au sein de cette entreprise et plus de responsabilités, grandir personnellement et apprendre, ta seule manière, c'est de prendre la place du type du dessus. Tandis que si tu as une société qui croît à 10% par semaine, de revenus par semaine, là, mécaniquement, tous les gens qui rentrent dans l'entreprise vont être emmenés eux-mêmes à embaucher des gens très rapidement. Et donc, tu vas te retrouver avec une équipe beaucoup plus vite sous ta responsabilité. Et donc, tu vas apprendre des nouvelles choses. Tu vas apprendre le management, tu vas apprendre comment on fixe des objectifs commerciaux, tu vas apprendre comment tu suis tes KPI, comment tu les choisis, lesquels tu suis, etc. Donc, en fait, c'est hyper important de se greffer à des projets à la fois qui vous passionnent et à la fois qui ont du succès. Ouais. Ok. Après, je vais rebondir un peu sur ce qu'on est en train de dire. Donc, je pense que tu parlais de la zone de confort. Toi,
je vais parler de la marque personnelle. En fait, la relation avec la zone de confort, c'est que je pense que pour commencer une marque personnelle, faut sortir de sa zone de confort. J'ai vu que ton profil sur LinkedIn, en fait, tu as plus de 11 000 followers, comme personnes qui te suivent, pardon. Et d'abonnés, pardon. Oui. Désolé. C'est très sur le français aujourd'hui. Oui, exactement, on est sur le français. Donc, tu as plus de 11 000 d'abonnés et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé en fait à sortir de ta zone de confort et commencer à créer ton réseau sur LinkedIn. Ouais. Alors, c'est marrant parce que quand j'en parle à des gens qui sont plus dans le B2C ou qui ont d'autres activités, ils comprennent pas du tout l'intérêt. Ils pensent, enfin, de l'extérieur, on pense souvent que LinkedIn c'est un réseau social pour vieux qui s'envoient des demandes d'amis qui a aucun intérêt. En réalité, c'est le seul réseau social où est-ce qu'on peut avoir une audience aussi qualifiée, puisqu'en B2B, du coup, on connaît le métier des gens. Donc c'est quand même une opportunité incroyable. On a juste à cliquer sur envoyer une invitation, les gens répondent mécaniquement oui. Enfin, la plupart des gens, ceux qui disent non, bah, de toute façon, c'est qu'ils n'ont pas envie de parler ou qu'ils n'ont pas envie d'échanger. Donc, à partir du moment où on n'a pas mis une photo horrible ou qu'on n'a pas un job horrible qui n'a rien à voir avec l'activité, les gens vont t'accepter. Donc, en fait, c'est tellement simple. Enfin, moi, je comprends pas par exemple, je sais pas, si j'étais directeur commercial dans le marché de l'hôtellerie, je serais connecté à tous les hôtels, tous les gens qui travaillent dans les hôtels dans le monde, puisque dès qu'on poste quelque chose, ça a une audience gratuite très forte. Ce matin, j'ai fait un post qui avait quelque chose comme 8000 ou 9000 vues et j'en fais plusieurs par semaine. Et à chaque fois, ça fait ça. Alors que franchement, je ne fais pas des trucs super intelligents ou hyper recherchés. C'est une petite routine que j'essaye de faire. Ça me prend quelque chose comme 30 secondes par jour. C'est incroyable le nombre d'opportunités qui ressortent de là. Et il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, alors que c'est tellement simple. Moi, j'ai une routine personnelle. Tous les jours, j'essaie d'ajouter des gens. Les gens me suivent pas parce que je suis une star. En fait, c'est plus toi, tu engraines les demandes et du coup, quand tu fais des posts, mais j'ai fait un article qui a fait plus de 150 000 vues ou likes, je sais plus, un truc comme ça, un truc énorme, qui s'appelait Comment vendre un stylo. Je sais pas si tu l'as. La meilleure réponse que j'ai jamais entendue à comment vendre ce stylo. Je sais pas si tu as vu le reach de ce post, pardon. Ce post, en fait, j'ai fait un copier-coller de mon VP Sales qui est aux US et c'était un des top posts les plus likés. Donc, le post est en anglais, donc évidemment aucun reach en France. Et en plus de ça, comme il travaille dans la même société que moi, j'ai aucun problème à le copier. Je l'ai copié et je l'ai adapté un tout petit peu en français. Et je me suis retrouvé. Et à la fin, évidemment, j'ai mis un lien vers prenez rendez-vous avec moi. Ou je crois que j'ai même mis une vidéo démo de GetAccept carrément, alors que ça n'avait pas forcément quelque chose à voir avec le sujet. Mais du coup, de manière hyper simple, ce post m'a permis de déclencher pas des dizaines, des centaines d'opportunités business qu'après tu qualifies et que tu priorises. Ah ouais. Donc c'est énorme. Et ça, tu le fais, tu vois, il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire ça. Hein. C'est un copier-coller. Et le fait de rajouter des gens en permanence, ça te crée une audience naturelle. Donc si vous êtes vendeur en B2B, il faut avoir une audience, en fait. C'est obligatoire. Ouais, et en gros, faut tenter des choses. Parce que je pense que si tu ne l'avais pas tenté, tu n'aurais pas créé toutes ces opportunités réellement. Oui, bien sûr. Il faut tenter, mais il faut aussi surtout, je dirais qu'il faut tenter, mais il faut beaucoup regarder ce qui se fait de très bien. Tu regardes je suis sûr, je n'y connais rien en B2C. Je me mets dans les bottes. Je me dis demain, je veux lancer un blog ou une marque de vêtements. Le premier truc que je ferais, c'est que j'irais regarder. Après, ça dépend mais disons que je cherche à faire des vêtements de luxe. Le premier truc que je ferais, c'est que je regarderais l'Instagram de Hermès, etc. Et j'inviterais tous les gens qui suivent Hermès à me liker. J'inviterais tous les gens qui suivent tel Dior ou je sais pas quoi à me liker. J'essaierais de reproduire les codes. Et en fait, quand tu es donc ça, c'est pour te parler de très mass market. Mais quand tu es en sales B2B, c'est très simple. Tu vas prendre le meilleur vendeur des 4-5 meilleures boîtes qui sont à San Francisco. Tu regardes ce qu'ils font à la loupe et tu fais la même chose. Tu vois, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, mais c'est un peu l'histoire de comment je me suis retrouvé chez GetAccept aussi. Il n'y a pas besoin d'être super intelligent en fait pour y arriver. Il y a un truc qui circule en ce moment sur LinkedIn que j'aime beaucoup, c'est les 10 choses que vous pouvez faire sans avoir aucun talent. Je ne sais pas si tu as vu. Non, j'ai pas vu. C'était quoi? C'était en français?
Ou Ouais, c'était... je ok, crois que c'est en français, c'est repris un peu partout ok, parce que ça a eu beaucoup de succès. Et du coup, il y a 10 choses que tu peux faire au quotidien ok, pour devenir excellent sans avoir aucun talent. oui, Donc, ça te dit, il faut être à l'heure, oui, il faut arriver avec le sourire le matin, il faut, etc., etc. Donc, il y a 10 trucs comme ça, très accessibles au fond. Mais tu te dis, une personne qui arrive à faire ces 10 choses sera oui, mécaniquement excellent, en fait, alors qu'il a aucun ouais, talent, tu vois. ouais, Donc, c'est le truc. En fait, c'est vraiment, c'est symptomatique, quoi. Je trouve que en France, on essaye trop de réinventer la roue, oui, d'arriver avec le meilleur produit, d'avoir la meilleure manière de communiquer. Et du coup, les gens font rien parce ils passent trop de temps à réfléchir à ça. Tandis que moi, au lieu de réfléchir à trouver la meilleure idée pour mon prochain post sur LinkedIn, etc., c'est des oui, actions qui me prennent une minute. Et du coup, je le fais de manière générale parce que le but du jeu, oui, c'est de sortir du lot et d'être au-dessus de ta compétition, en fait. Du oui, coup, je le fais de manière générale, 10 fois mieux que les autres, qui essayent de réinventer, de faire quelque chose de génial tous les matins. Mais exact. c'est pas possible de faire quelque chose de génial tous les matins. Tu deviens chiant, sauf si tu es un génie. À ce moment-là, tu fais pas ce métier-là. Et du coup, en copiant ces choses-là, je Mhm. gagne énormément de temps et ça me permet d'avoir un niveau de performance qui est, même s'il n'est pas Oui. extraordinaire, il est largement supérieur à la moyenne. Ok, et justement, je veux juste revenir sur ce que tu es en train de dire. Là. Donc, du coup, tu rajoutes beaucoup de gens tous les jours sur LinkedIn. Ouais. Tu personnalises tes invitations? Non, non, non. Non? Ok. Ça prendrait beaucoup trop de temps et en fait, les gens Ouais. acceptent. Ok. Parce que Euh, je te pose la question parce que comme je pense pas que sur les États-Unis, je t'avoue que tu es obligé de personnaliser tes demandes. ouais. Parce que en soi, enfin, sur la prospection, Mhm. entre la France et les États-Unis, il y a une différence élevée au niveau de la personnalisation. Aux États-Unis, tu es obligé de personnaliser pour avoir des réponses. Et jusqu'à l'invitation que tu fais sur Ah non, LinkedIn, oui, je te parlais de c'est... plus. Les messages sont évidemment personnalisés, mais Ah, ouais, ouais, c'est là, ça. c'est juste la demande d'amis, tu sais, tu dis Ah, ouais, se pardon. Ouais, ouais, ouais. connecter, quoi. C'est ça que je te Ok, parle. ok. Ouais. C'est le bouton se connecter et parfois, tu peux effectivement ajouter un message d'accompagnement qui se présente. Ok. Mais quand tu cliques juste sur se connecter, les gens disent oui, en fait. Ah, ok. Ah, donc, je Et sais. après, non, je parlais plutôt dans les messages, évidemment, ils sont très Ok. personnalisés. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est tu me parlais tout à l'heure de call emailing. Oui. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement outsourcé et automatisé externalisé Ok. ce service-là. Il y a personne chez nous qui écrit Un email. qui envoie des mass mailing. Ok. Tout ça est fait automatiquement. Il y a plusieurs sociétés qui font ça. Il y en a une en France qui s'appelle Black Sales et qui te permet, en fait, tu fais ta segmentation avec lui. Ok. Et eux, ils ont à la fois dans des pays à bas coût, ils exportent le fait de faire des bases propres. Ok. Et ensuite, ils utilisent plein de bases de données, un petit peu d'intelligence artificielle pour faire en sorte que tu puisses. Le résultat, en tout cas, de tout ça, c'est que tous les jours de ma boîte mail, il y a 100 emails qui partent à des Mhm. gens qui sont pile poil dans ma cible avec un très haut niveau de personnalisation. Ok. Et ça se fait sur tous mes commerciaux. Donc, ce qui fait que, et en plus de ça, eux, ils sont super parce qu'ils te traitent les réponses négatives. Donc, tu ne prends pas les messages Mhm. du genre, on s'en fout complètement de votre solution. D'ailleurs, ça a l'air nul. Ceux-là, Envoyez-moi plus d'informations. tu ne reçois que les réponses positives. Donc, en plus, ça te met dans un bon état, Ok. tu vois, un bon état moral. Et tu te réveilles le Ok. matin et tu arrives avec 2 emails qui te disent, bonjour Benjamin, c'est très intéressant, parlons-en. Après, c'est très coûteux, cette solution, évidemment, mais c'est une histoire de J'imagine. coût d'acquisition, c'est une histoire de coût d'acquisition, c'est un calcul qu'il faut faire. Mais après, je pense que c'est aussi un investissement à faire parce que généralement, savoir écrire aussi des emails, bah, Mhm. ça, faut savoir écrire et faut savoir ce qui intéresse les prospects. Et c'est Ouais, pas forcément ce qu'il y a de plus simple parce qu'on peut tester beaucoup, faire beaucoup d'emails, faire beaucoup de tests et on voit que ça fonctionne pas. bien sûr. Jusqu'à un jour avoir un email qui fonctionne, La bonne, ouais. mais il va durer un mois et le mois d'après, il faut continuer, voilà, faut continuer avec un autre email. Mais c'est ça, Ok. ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est de le rédiger, cet email. Oui, C'est pas de l'envoyer, tu vois. oui, Donc, l'idée, effectivement, c'est hyper intéressant de passer du temps sur voir qu'est-ce qui convertit, quel message va parler à nos clients, quel message va les faire réagir. Mais après, encore une fois, ça dépend énormément de ce que tu vends, dans quelle entreprise, dans quel marché tu te oui. situes. Enfin, je vois pas le directeur commercial d'Airbus s'amuser à scraper des adresses mail sur LinkedIn, tu vois. Non, non, je Tu ne vois, pense pas. chaque industrie a sa méthode, ça dépend beaucoup de la taille de ton marché.
Ouais. Nous, on a un marché énorme. C'est quasiment Ouais. toutes les entreprises de France qui pourraient être amenées à utiliser notre solution pour X ou Y raison. Du coup, tu es obligé de rentrer dans des niveaux de personnalisation qui sont plus ou moins forts. Ouais. Donc, en gros, tu as la publicité qui n'est pas du tout personnalisée. Ouais. Ensuite, tu as tous ces emails qu'on envoie où est-ce que ça va dire bonjour, prénom, ça peut aller chercher ton post ou ton dernier post LinkedIn ou des choses comme ça avec une mise en relation qui vont être faites de manière entièrement robotisée. En revanche, quand on envoie des emails quand même toute la journée, mais ça va plus être hyper ciblé, hyper qualitatif. C'est j'ai vu sur votre profil que votre dernier article sur le taux de closing, nanana, ça va parler de ça, ça. Est-ce que c'est de trouver un point en commun? Moi, c'est toujours de trouver un point en commun. Le but du jeu, c'est de dire soit tu le rattaches à ta solution. S'il n'y a rien qui te rattache à ta solution, tu cherches son ancienne école, ton sport, ses hobbies, ses machins, et tu essaies de trouver quelque chose qui te met en contact avec lui. Mais... Ok. Bon, et on va terminer du coup. Donc là, ma dernière question, ça va être tu me disais, je me souviens un peu du titre du bouquin que tu m'as dit au début de l'interview, enfin de l'entretien. Comment il s'appelait? Ouais. Theory of Poker. Ok. Donc, à part un livre, enfin ce livre-là que tu nous recommandes, qu'est-ce que tu suis comme blog? Je le recommande aux gens qui aiment le poker. Ok, j'aime. Ouais. Mais après, je pense que en plus de, je pense que c'est c'est bien. Pour un néophyte, quoi. Ah ouais, il est vraiment, il est dur pour. Oui, c'est un petit peu. Il faut avoir un peu de vocabulaire, s'être déjà intéressé au jeu, avoir déjà fait plusieurs parties, quoi. Parce que justement, en fait, ça me fait penser à ce que tu es en train de dire justement enfin, le poker, ça n'a rien à voir avec la vente normalement, mais c'est toujours bien en fait de lire des livres, enfin, des blogs qui ont rien à voir avec ton industrie. Pour justement industrie, secteur, qui n'ont rien à voir avec ton secteur, parce que parfois en fait tu vas trouver des idées qui fonctionnent dans un autre secteur que tu peux faire fonctionner sur ton secteur, et j'aurais jamais pensé que justement le poker ça aurait pu en faire partie. Et donc je vous invite à regarder à lire le livre pour vous ouvrir un peu pour vous ouvrir un peu plus à la vente et essayer de voir d'avoir d'autres idées. Donc la question c'est, à part ce livre-là, qu'est-ce que tu nous recommandes? Qu'est-ce que tu suis comme blog ou t'écoutes comme podcast sur la vente? Sur la vente, moi j'aime bien le blog il y a un CRM américain qui s'appelle close.io. Ok. Qui sont d'ailleurs clients de notre solution, mais je les connais avant. Ouais, exactement. De Stéphie. Exactement, ouais. Et du coup, ils sont clients chez nous. Moi, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et c'est vrai que le blog de Stéphie, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Après, j'ai l'impression qu'il est un peu esselé, mais ouais, c'est vraiment super ce qu'ils font. Évidemment, tous les contenus sur la vente sur HubSpot sont passionnants. Je trouve que c'est le blog de vente, de marketing le plus abouti, je pense. J'aime beaucoup m'inspirer de ce qu'ils font. Mais ouais, exactement comme tu disais, moi les choses qui m'inspirent de plus, c'est pas du tout je les trouve pas du tout dans la vente. En fait. Ah ok. Ah bah. La plupart du temps, ouais, non, mais j'aime bien jeter un petit coup d'œil en ce moment. Mais après, c'est vrai que quand tu passes ta journée là-dedans, t'as envie d'avoir d'autres sources d'inspiration. Ouais. Et on peut trouver de l'inspiration dans tout un tas de sujets. Et le but du jeu, c'est essayer d'être curieux, essayer de regarder ce qui marche exactement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, essayer de s'inspirer d'autres secteurs. Moi, j'aime bien faire des trucs qui n'ont rien à voir ou discuter avec des gens qui ont des boulots qui n'ont vraiment rien à voir, et j'arrive toujours à trouver un lien et j'arrive toujours à trouver quelque chose d'intéressant que je pourrais utiliser. Et en fait, chaque discussion avec toutes ces personnes, on fait en sorte que mon discours commercial, à un petit moment, je vais trouver quelque chose qui va être modifié la fois d'après. C'est comme un espèce d'algorithme géant mental que tu affines petit à petit pour en faire une super arme de vente, quoi. Je discutais avec des gens qui font de l'industrie lourde récemment. Ils font des trucs passionnants, ils ont des process passionnants dans ce genre de métier. Et quand tu es dans la vente et que tu vois que les process que nous on a, c'est mettre à jour son CRM, etc. Tu regardes ce qu'eux ils font et tu te dis waouh, ils ont automatisé un nombre de trucs qui est absolument incroyable, et c'est des choses qui sont super intéressantes à regarder. Dans le sport aussi, plein de choses. Ok. Et ton meilleur conseil pour une personne qui commence dans la vente? C'est mon meilleur conseil pour quelqu'un qui commence dans la vente.
Bah, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Je pense que l'idée, c'est vraiment de vraiment bien choisir l'endroit, la société dans laquelle on va le faire. Ok. Mais c'est incroyable l'impact que ça a à la fois sur la suite et à la fois sur ta future manière de travailler. C'est quelque chose qui va t'ouvrir les yeux, entre guillemets, si tu as toujours été dans des boîtes qui ont plus ou moins de succès. Ok. Ça va complètement changer ta manière de voir les choses. Donc, c'est vraiment de se diriger vers la croissance, de se diriger vers le succès. Il faut rentrer par tous les moyens. Mais faut venir en acceptant un salaire divisé par 4. Il faut rentrer par la fenêtre. Il faut envoyer des vidéos au directeur commercial sur LinkedIn. Vous lui en envoyez 3 par jour. Ils vont se dire, ce type, c'est un fou, et ils vont vous embaucher, quoi. Il faut essayer de faire des choses différentes et trouver un job. Après, chacun, quand je dis succès, c'est pas forcément ce que moi je considère comme le succès, hein. Ça peut être une entreprise qui vous fait rêver ou un endroit où vous avez l'impression qu'il se passe des choses pour demain, quoi. Donc, moi, ce serait ça mon conseil. Le premier serait d'aller travailler dans un endroit incroyable. Il y a forcément des gens incroyables dedans, mécaniquement. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, merci beaucoup. Je te souhaite le plus grand succès dans ton aventure de ce nouveau média. C'est vrai qu'il y a vraiment rien, il y a vraiment rien d'intéressant en français de disponible. Donc, je te souhaite le plus grand succès et j'espère que tes auditeurs viendront encore plus nombreux la prochaine fois. Ok, merci beaucoup Benjamin. Mais je t'en prie. Et merci à vous aussi pour nous avoir regardé ou écouté l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère, en gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!